Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des principaux mécanismes et puis des principaux composants de The Fuel Curse. Donc désolé pour mon accent anglais, ça risque d'être assez mauvais pour vos oreilles. Donc voilà, donc ce jeu Fuel Curse est édité par Rock Manor Games qui est en financement participatif actuellement, nous sommes au début du mois de juin. Voilà, donc je vais vous présenter les différents éléments et puis un certain nombre de mécaniques pour que vous y voyez un peu plus clair dans ce jeu. Alors, tout d'abord, je vais faire un peu le tour des composants. Alors, bien sûr, évidemment, ce que vous en voyez, c'est pas du tout représentatif de ce qu'il y aura dans la boîte de jeu. Là, comme vous pouvez voir, c'est issu d'un print and play, donc une impression que j'ai fait par moi-même. Le plateau de jeu est beaucoup plus grand avec des côtés, etc., qui permet de poser des cartes qui sont posées là, un peu n'importe comment. L'idée, c'est plutôt de vous montrer vraiment comment ça fonctionne et pour vous donner une idée un petit peu plus précise de ce que vous pourriez attendre à travers ce jeu et quelles sensations vous pourriez éprouver à travers ce jeu. Donc, tout d'abord, le plateau qui est indiqué ici, donc qui est le plateau de jeu, la carte centrale du plateau de jeu habituel, qui représente en fait le monde de The Fuel Curse, qui est un monde post-apocalyptique, mais un peu original, dans le sens où ça se passe dans un western post-apocalyptique, donc où l'océan Pacifique a complètement disparu, et donc on se retrouve là, au milieu de la faille de San Andreas, à parcourir les étendues désertes et poussiéreuses de cet océan Pacifique. Voilà, donc un monde un peu plutôt orienté du côté du western avec des éléments de surnaturel, avec des créatures un petit peu surnaturelles, assez horrifiques, qui en fait sont dans le jeu des créatures qui ont succombé à leur malédiction, d'où le titre Cursed, les maudits. Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus longtemps, mais tout à l'heure. Voilà. Donc là, le monde dans lequel on va se balader. Hein. Donc, si je prends un petit personnage, qui est issu de ma propre collection, voilà, il va pouvoir se déplacer un petit peu sur les différents endroits du lieu en suivant les différents chemins qui peuvent être présentés sur cette carte qui sera bien sûr beaucoup plus grande. Hein, vous pouvez vous imaginer aussi dans celle-là, c'est un petit peu du format Rikiki. Donc, pour vous présenter un petit peu les différents composants, on a évidemment les personnages qui sont donc là le personnage un petit peu central de la bande dessinée qui est Redhead, donc qui est cette pistolero rousse qui va parcourir les étendues poussiéreuses pour essayer de sauver les innocents, avec un certain nombre d'éléments sur sa carte personnage qui est recto verso, et puis sur son plateau, qui seront des plateaux évidemment cartonnés, en double carton pour pouvoir poser ensuite des petits cubes qui viendront s'insérer dans chaque cran de cette échelle de caractéristiques. Donc un personnage qui est représenté donc par ici et sa capacité en fait, sa maîtrise des armes en fait en fonction du nombre de munitions qu'il va pouvoir dépenser, il va pouvoir produire un certain nombre d'attaques, qui est une des ressources du jeu, entre guillemets, l'attaque dans le système issu d'une sorte de deck building. Donc généralement dans le deck building, on produit des ressources. Là, les ressources, c'est un petit peu différent que du bois ou de la terre ou de l'argile. Là, c'est des attaques, c'est du mouvement, etc. Une action qui est pour Red Dead une action passive, c'est-à-dire qui va fonctionner tout le temps, qui peut être déclenchée durant la phase d'action du tour de jeu. Ensuite, un certain nombre de caractéristiques qui sont indiquées ici. Donc, en haut, c'est les pions d'eau. Donc, dans ce jeu, l'eau est devenue la nouvelle monnaie. C'est un bien extrêmement précieux. Donc, c'est en fait ce qui sert de monnaie pour l'échange des différents objets. Ici, nous avons l'échelle de points de vie qui va être indiquée sur cette échelle-ci. Les différentes munitions qui vont pouvoir être utilisées justement pour produire des attaques dans un certain nombre de cas ou dans d'autres pour produire d'autres effets. Et puis, originalité enfin de cette barre de caractéristiques, la malédiction. La malédiction d'un personnage commence toujours à 0 au début et puis va pouvoir augmenter en fonction des cartes qu'on va jouer ou des événements qui vont survenir pendant la partie. Il faut savoir que, vous voyez là, il y a une petite case qui est un peu plus
sombre qui est sombre par rapport aux autres, c'est en fait le seuil de malédiction de ce personnage-là qui est à 4. Voilà, le personnage moi, que j'ai pris aussi ici, c'est Alistair Fairweather, qui est un personnage qui pourra être débloqué dans la campagne. Lui, il est par exemple à 2. Donc voilà, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour gérer sa malédiction. Mais elle a un peu plus, et donc en fait, en fonction du niveau de malédiction, on va augmenter, et puis quand on dépasse qu'on chevauche ce seuil de malédiction, eh ben, on retourne cette carte, et on se retrouve avec la malédiction du personnage qui est relâchée, entre guillemets, et avec d'autres caractéristiques. Là, on voit bien, elle est encore plus destructrice, et puis des pénalités. En fait, chaque personnage, dans sa version maudite, a des pénalités qui voilà, peuvent entraîner un certain nombre d'effets de jeu. Donc, gérer sa malédiction va être un des axes de jeu de Few and Cursed. Donc voilà, donc ça c'est pour le personnage. Chaque personnage vient avec un deck qui lui est propre. Dans ce cas-là, il y a 10 cartes en fait, entre 9 et 10 cartes, qui sont des cartes un petit peu voilà, qu'on va utiliser pour produire des actions et pour produire des ressources. Ce type de carte, par exemple, qui produit de la malédiction, hein, qu'on voit ici, permet notamment de rejouer, de copier les effets d'une autre carte qui a déjà été jouée. Ce qui fait que, voilà, en gros, on se dépasse, on puise un peu dans son côté obscur, entre guillemets, pour obtenir d'autres effets assez intéressants, mais en contrepartie, ben, on se rapproche de notre propre malédiction. On a aussi des cartes qui permettent de produire de l'eau, donc la ressource du jeu. Des cartes qui peuvent produire également des attaques, donc toujours là encore pour attaquer justement, je vous en parlerai dans un deuxième temps, tout ce qui est les monstres et puis les bandits dans le jeu. Là encore des attaques, ou alors on peut aussi avoir des cartes qui produisent du mouvement qui nous permettent justement de se déplacer sur le plateau. Donc voilà, chaque personnage va avoir un deck un petit peu différent, c'est un petit peu asymétrique dans le sens où chaque personnage a ses propres caractéristiques, mais a aussi un deck qui symbolise un petit peu sa façon d'être dans le jeu. Donc ça, ce sont les différents personnages. Ensuite, on va commencer par là, on va avoir les 4 grandes figures qui sont ces grands monstres du jeu, qui sont vraiment alors, ce qu'on appelle dans le jeu des primes, hein, parce que dans le jeu, les personnages sont des sortes de chasseurs de primes. Là, on dit des chasseurs de malédictions, parce qu'ils vont justement aller poursuivre ces monstres-là qui sont des malédictions. Donc là, on va avoir voilà, ces différents grands monstres. Il faut savoir que s'ils apparaissent sur le plateau de jeu à certains moments du jeu, et qu'ils arrivent dans San Andreas, qui est la ville centrale, la partie s'arrête. Et donc là, à partir de ce moment-là, on compte les points de grit, de cran, hein, qui sont les points de victoire du jeu. Et le joueur qui a le plus de points de cran gagne la partie. Donc ces différents monstres apparaissent, mais que ce soit ces monstres-là ou d'autres ennemis dans le jeu, avec plusieurs caractéristiques. Donc la récompense, reward, qu'on voit en dessous, là, qui sont exprimés là, notamment en point de cran. Donc si on arrive à éliminer ce Crow Prime, eh bien, on gagne 12 points de cran. Ici, on voit le dernier endroit où il a été vu. Donc là, c'est à Mana Olana, qui est un lieu qui est indiqué ici du plateau. Donc chaque monstre a été vu pour la dernière fois à la Mountain View pour ce grand serpent. Ici, c'est Expedition, ce sont les différents lieux assez symboliques de l'univers du jeu sur lesquels vont apparaître ces monstres-là. Ici, donc là, on voit un 22 orange dans cette flèche, c'est le nombre de points d'attaque qu'il faudra produire pour réussir à l'éliminer. Donc, comme on a vu tout à l'heure très rapidement, une carte de base, c'est 2 points d'attaque. Donc voilà, il va falloir quand même en produire beaucoup pour réussir à éliminer ce monstre-là. Celui-ci, ce grand serpent, il a 20, celui-là il a 16 et celui-là il a 18. Donc voilà, donc ce sont les 4 différents monstres que l'on va pouvoir affronter dans le jeu, qui sont placés dans 4 paquets différents au début, qui sont des paquets, ce qu'on appelle dans le jeu les most wanted, donc les plus recherchés, qui vont être recherchés morts ou vifs, hein, qu'on peut dire, qui vont être placés ici, et par-dessus ces 4 piles vont être placés d'autres
d'autres personnages à rechercher, qui sont des personnages là aussi qui ont l'endroit, leurs récompenses, les points de dégâts qu'il va falloir leur faire pour pouvoir les éliminer. Et on va mélanger ces cartes et on va les placer au-dessus de façon aléatoire, hein. Hop, comme ça, enfin, là je vous les montre face visible, mais en gros dans le jeu c'est un peu comme ça qu'ils vont être positionnés. Et à chaque tour, on va pouvoir aller essayer de repérer et d'éliminer, par exemple, ce monstre-là qui est des espèces de pendus là, qui sont revenus, donc des espèces de zombies pendus, qui a été vu notamment en dernier lieu. Cursed, ça veut dire c'est un lieu maudit, donc ils pourront être éliminés dans un des différents lieux maudits du plateau. Voilà. Donc voilà, chaque tour on pourra aussi aller affronter ces différents hors-la-loi. Donc on poursuit avec ce côté-ci on va se poursuivre avec ce côté-ci du plateau. Ici là on va poursuivre justement dans la question des fameux bounty, des primes, des espèces de chasseurs de primes. Donc là en fait on a des cartes qui sont recto verso, avec les mêmes, là c'est le Talbot's Gang par exemple, ce sont les mêmes personnages mais avec des caractéristiques légèrement différentes et puis des récompenses légèrement différentes. Voilà. Donc ces personnages-là, ils sont toujours disponibles, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va être dans le désert, un endroit du désert, par exemple, on va se mettre ici, voilà, on est dans un endroit du désert, et bien on pourra, si on le souhaite, aller essayer d'éliminer ces membres du gang qui rôdent un peu partout sur le plateau. Donc à chaque fois, voilà, ce sont on voit quand même des hors-la-loi qui sont beaucoup moins puissants parce qu'il suffira de 2 points d'attaque pour réussir à les éliminer et gagner un pion haut et un point de cran. Donc voilà, c'est une faible récompense, mais en même temps faible nécessité. Et une fois qu'on les aura éliminés, hop, on retourne la carte. Et donc à chaque fois, voilà, on a 3 points d'attaque nécessaires, 2 os et un point de cran. Et le prochain joueur, ou si nous, un tour suivant, éliminons de nouveau ces membres de gang, on retournera à chaque fois ces cartes. Ce qui fait que ces 4 cartes sont toujours disponibles. Là, on a des démons avec un effet intéressant pour ceux qui connaissent les deck building qui permet d'enlever de notre deck, de mettre à la poubelle, entre guillemets, une carte de notre deck, par exemple. Donc c'est toujours un effet qui peut être intéressant pour optimiser ses actions. Ces zombies-là nous permettent par exemple de piocher une carte en plus. Et puis ceux-là, c'est corbeaux de Mana Olana, qui sont des monstres qu'on retrouve assez souvent dans la bande dessinée. Eux nous permettent de diminuer notre niveau de malédiction, ce qui est quand même aussi extrêmement intéressant. Et pour ça, il faudra aller dans des lieux maudits qui sont présents sur le plateau, et ces lieux maudits nous permettront d'éliminer ces fameux corbeaux de Mana Olana. Ensuite, ici, on va retrouver des cartes. Il va y avoir un deck de cartes qui sont des jobs, des petits boulots. On va en piocher au début de la partie, puis on pourra en piocher, en fait, quand on sera dans la ville de San Andreas, on pourra en piocher. Et quand on remplit les effets qui sont indiqués ici, on gagne tout simplement les récompenses qui sont liées à ce travail qui a été effectué. Voilà, donc il y a un certain nombre, tout un tas de jobs qui vont pouvoir être proposés durant la partie et puis effectués. Il faut savoir par contre que si on a des cartes qu'on a piochées parce qu'on est allé faire un tour justement pour aller essayer de fureter à droite à gauche pour essayer de trouver des petits boulots à accomplir, mais qu'on n'a pas réussi encore à les accomplir à la fin de la partie, ce seront des points négatifs qui arriveront, donc on a plutôt intérêt à gérer ça aussi, cet aspect-là. Dernier aspect du plateau, on a là aussi disposé de façon un peu anarchique des cartes objets qu'on va pouvoir aller au drugstore aussi. Quand on se trouve à San Andreas, on peut aller soit chercher du boulot, soit faire les boutiques. Et donc, tout simplement acheter ces types d'objets pour leur coût qui est indiqué ici. 5 jetons hauts nous permettront d'acheter ce colt. Et ce colt nous permettra, lui, d'être posé comme objet d'un côté ou de l'autre de notre plateau personnel et à amener un certain nombre d'effets. Par exemple, ce colt nous permet, si on utilise un pion de munition, de produire 2 points d'attaque. Donc voilà, on peut le poser ici. Chaque personnage a une main gauche, une main droite. Hop, on peut poser
les objets ici qui correspondent à cela, et puis on a un sac à dos qui nous permet de piocher, d'avoir deux autres objets en plus qui nous permettent voilà, de produire des effets de jeu un peu différents. Par exemple, si on prend ces boots, bah, ces boots vont produire à chaque tour un point de mouvement, voilà, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour les différentes cartes que l'on peut retrouver dans ce jeu-là. Voilà, donc ça c'est avec un setup évidemment, hein, je vous invite à aller voir sur la page Rock Manor Games, sur la page du Kickstarter, qu'est-ce que ça a vraiment d'aspect, parce que là c'est vraiment du print and play. Ah, pardon. J'ai oublié quand même extrêmement important aussi, je vous les montrerai tout à l'heure, ces cartes rencontres qu'on va piocher à chaque tour de jeu, en fait en fonction du endroit où on se trouve sur le plateau, on va piocher des cartes rencontres ou des cartes rencontres maudites, qui sont d'autres types de cartes, ça dépend, voilà, en fait, en fonction du lieu où on se trouve. Si on est dans le désert, sur un lieu ruine ou des canyons, on va piocher ce type de carte. Si on est dans un lieu maudit, on va piocher ce type de carte qui est une rencontre maudite. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est pour les différents composants du jeu. Il y a des figurines, il y a des figurines de monstres, il y a des pions, etc. Il y a beaucoup de cartes, hein, parce que il y a toutes ces cartes qui sont là que je ne vous ai pas présentées, qui sont des cartes amélioration, il y en a 90, voilà, qui vont vous permettre qui vont être ajoutées à votre deck de cartes, et donc qui vont vous permettre voilà, de produire beaucoup plus de ressources que ce que vous avez au départ. Alors un tour de jeu, ça se passe comment? Donc déjà tous les joueurs commencent déjà au début à San Andreas. Et puis ensuite, on va piocher des cartes qui correspondent à notre main de départ. On va piocher 4 cartes où on va pouvoir avoir nos cartes de départ pour la main en cours. Donc par exemple, dans ce cas-là, moi j'ai le personnage d'Alistair. J'ai 2 cartes qui me permettent de produire du mouvement, une carte qui me permet de produire 2 points deux attaques et une carte qui me permet de produire 2 os, par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir aussi, et ça c'est aussi une des originalités du jeu, commencer mon tour de jeu en improvisant. C'est-à-dire improviser, c'est en gros, voilà, on va, en fonction des choses qui vont se passer, voilà, on va essayer de mettre les dispositions de notre côté. Ça se joue comment? Tout simplement, on va piocher 2 cartes, ce paquet normalement va se cacher, hein, mais on va piocher 2 cartes amélioration, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va en choisir une. Donc là, est-ce que je vais garder plutôt cette carte qui me permet de me déplacer de 2, ou cette carte qui me permet de produire 3 os, mais par contre, quand je vais la jouer, je vais augmenter ma malédiction. Bon, vu mon personnage, par exemple, si j'ai choisi Alistair, on va essayer de ne pas trop jouer sur la question de gérer sa malédiction, donc je vais plutôt décider de prendre cette carte et l'ajouter à ma main. Donc je ne l'ajoute pas à mon deck, je l'ajoute à ma main. Hop. Donc voilà, j'ai toutes ces cartes-là pour débuter mon tour. Bien ensuite, la phase de rencontre. Selon où on se trouve, comme je vous disais tout à l'heure, si on se trouve à San Andreas ou si on se trouve ailleurs sur le plateau, on va pouvoir faire des rencontres. À San Andreas, les rencontres possibles, entre guillemets, ce sont les rencontres qui nous permettent de trouver un job ou qui nous permettent d'aller visiter le drugstore et donc d'acheter des objets. Donc voilà, donc ça c'est relativement simple, il n'y a pas à revenir dessus, c'est soit l'un soit l'autre. Plus intéressant par contre, c'est si on se trouve sur le plateau. Voilà, donc si je me trouve par exemple sur ce lieu qui est ici là, qui n'a rien de spécifique, hein, qui en fait correspond ici au désert, ici ce serait un canyon, vous voyez le dessin, enfin, et puis ici également, et vous pourriez sinon avoir des ruines aussi qui correspondent à ces petits bâtiments qu'on voit là, ça ce sont des ruines. Et donc ces 3 différents lieux font qu'on va regarder, en fait, quand on va piocher cette carte rencontre, on va regarder le lieu sur lequel on se trouve. Est-ce qu'on se trouve dans le désert, dans les ruines ou dans les canyons? Et on va lire tout simplement l'effet qui est indiqué. Ça va nous faire vivre des aventures, c'est vraiment l'idée c'est comme ça qu'on va s'immerger aussi dans ce monde un peu spécifique qui est le monde de The Funeral Curse, hein, avec des rencontres, mais qui peuvent être très très orientés sur le western ou au contraire plutôt sur le mystère et puis sur les malédictions, voilà, qui est plutôt sur l'aspect surnaturel du jeu. Voilà, donc on va pouvoir rencontrer un marchand qui nous permet d'acheter des choses, on va pouvoir rencontrer une vieille dame qui nous demande de lui donner de l'eau. Alors soit on lui donne de l'eau et puis on gagne du cran, soit on la laisse mourir de soif et là on garde notre eau, mais par contre du coup
on est un peu plus maudit. Voilà. On va pouvoir voilà, rencontrer des pistoleros qui vont nous provoquer en duel. Dans ce cas-là, voilà. Toutes ces choses-là peuvent arriver durant cette phase de rencontre. Là, durant cette phase de rencontre, dans laquelle voilà, on va résoudre les événements qui sont posés sur cette carte, hein, il y en a de multiples, hein, c'est vraiment complètement différent, on va pouvoir jouer des cartes de notre main, si on le souhaite. Parce que dans certains cas, on nous propose par exemple d'accompagner un chariot de pionniers. Voilà, ils nous disent, bah non, si vous dépensez tant de points de mouvement, ben, vous pouvez gagner tant de choses. Alors bah, du coup, je vais peut-être décider de jouer mes 4 points de mouvement à ce moment-là, et puis ça me permettra d'accompagner le chariot de pionniers qui à la fin me donneront soit des points de cran, soit de l'eau, soit quelque chose de spécifique. Voilà. Les cartes qui seront dépensées durant cette phase seront ensuite défaussées, voilà, et iront dans notre défausse de notre deck. Après, selon les événements, ce sera des points de mouvement, des points d'attaque, etc., etc. Donc ça, ce sont les différentes rencontres classiques, on va dire. Hein. Ce sont des rencontres classiques parce que ce n'est pas celles qu'on va opposer aux rencontres maudites. Alors les rencontres maudites, c'est vraiment des éléments qu'on va retrouver qui sont issus de la bande dessinée aussi. Par exemple, cette carte-là, le nid des corbeaux, ça fait référence à un arc de la BD où voilà, le Redhead est opposé au corbeau de Mana Olana. Et donc il va se passer plein de choses dans la bande dessinée. Donc là on retrouve plusieurs références à la bande dessinée. Quand on effectue une rencontre maudite, justement, parce que c'est son nom, on va être obligé de choisir parmi 3 possibilités. Ces 3 possibilités nous imposent de soit dépenser des ressources, soit ne pas dépenser de ressources parce qu'on ne le souhaite pas ou parce qu'on ne le peut pas. Et alors, généralement, c'est souvent quelque chose soit de complètement neutre, soit d'un peu négatif. Voilà, donc dans ces 3 choix-là, quand on découvre le nid des corbeaux, eh ben on a la possibilité, si on veut, de le piller. Donc là, ça va nous demander de dépenser des points de mouvement. Ces points de mouvement vont nous rapporter des munitions et puis de la santé, par exemple, parce que c'est des choses qu'on a peut-être trouvées. On peut aussi, sinon, le deuxième choix, c'est de complètement détruire ce nid pour peut-être détruire les créatures qui peuvent s'y trouver ou qui peuvent y nicher. Et donc là, on va devoir dépenser 3 points d'attaque, par exemple. Mais une fois qu'on leur aura détruit ce nid, eh bien, on gagnera 2 points de cran, 2 points de victoire, entre guillemets. Ou alors la troisième possibilité qui est indiquée ici, c'est bah, de rien faire, et puis en fait, on se fait plus ou moins attraper quand on zone par là, et donc on perd un point de vie, parce que les corbeaux décident d'essayer de nous faire la peau, donc ils ne sont pas très très contents qu'on zone de leur côté. Donc voilà, donc ce sont ces 3 choix qui vont être possibles à chaque fois. On a différents lieux, différents événements qui vont se produire. Voilà, cette locomotive nous permet de faire ces 3 choix qui vont être de voler le train, d'attaquer le train ou de le protéger. Donc, ou alors bah, de l'utiliser pour rentrer à San Andreas. Voilà, par exemple. C'est des choix qui peuvent être ceux qu'on veut, quoi, en fait. Là, on va découvrir un trésor, là, on va faire un tour, enfin, ouais. Bon, plein d'événements qui seront aussi, on espère, ajoutés lors de la campagne. Hein. Plein de choses qui peuvent voilà, vous faire aussi, là encore, toujours voyager dans cet univers qui est quand même assez original et puis qui est un peu l'aspect exploration, aventure du jeu qui va être plus que de la production. Voilà, on n'est pas dans un jeu de gestion, même si on a du deck building qui vont produire des ressources, mais on est vraiment dans un jeu d'aventure. Donc on va vivre des aventures. Donc, voilà, ce sont les cartes lieux qui vont nous permettre, les cartes rencontres qui vont nous permettre de vivre ces aventures. Donc ça c'est la première, c'est la deuxième phase. Après avoir improvisé, on va faire la rencontre permise par notre lieu. Et ensuite, on va faire notre action. On en fait une seule action par tour de jeu, qui peut être de différentes natures, mais on n'en fait qu'une seule. Alors, les différentes actions possibles, c'est d'abord, il y a peut-être pas forcément dans le bon ordre, mais de faire une rencontre monstre, aller chasser une prime, entre guillemets. Selon le lieu où on se trouve, on va pouvoir aller essayer d'éliminer ces monstres ou ces hors-la-loi qui sont là, ou même ceux qui sont ici, par exemple. Donc là, c'est une action. On va dépenser nos cartes pour produire le plus souvent
des points d'attaque, hein, avec cette petite icône qui est là. Et si on obtient assez de points d'attaque, eh ben, ça va nous permettre d'éliminer la carte et donc de garder et d'augmenter de garder les récompenses, augmenter notre niveau de cran, nos points de vie, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment bon, la phase centrale qui est de toucher la prime. On est des chasseurs de primes, même si on appelle ça des chasseurs de malédiction. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de poursuivre les hors-la-loi et les monstres pour pouvoir les éliminer, pour pouvoir gagner des points de victoire qui sont la renommée et le cran en fait. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir aussi faire plusieurs autres choses qui vont être d'abord si on est par exemple, si on est à San Andreas, on va pouvoir retourner, si on y est toujours, on va pouvoir retourner au magasin ou chercher un job. Bon, ça se passe plus à San Andreas, mais c'est possible. On va pouvoir de nouveau aussi faire une rencontre, enfin, la même phase que ce soit celle-ci ou celle-ci, ou là. Selon le lieu, on peut décider qu'on n'a pas envie d'attaquer, on va plutôt faire une rencontre pour pouvoir revivre d'autres éléments, peut-être avec des choses positives qui vont pouvoir nous aider. On va pouvoir aussi attaquer un autre cow-boy, un autre chasseur de primes qui est sur notre lieu aussi. Si on partage le même endroit, tout simplement on peut essayer de dévaliser notre adversaire. Parce que c'est pas un jeu coopératif, donc voilà. C'est pas complètement punitif parce que bon, ça implique qu'il nous faut un certain nombre de points d'attaque pour pouvoir réussir en fonction des points de vie qu'il a. Il nous faut un certain nombre de points d'attaque pour réussir à le dévaliser. On va gagner des choses en fonction de ça. Notre adversaire ne perdra qu'un seul point de vie, donc ce qui n'est pas complètement punitif, mais bon, qui peut être un peu embêtant malgré tout. Et puis on va pouvoir aussi faire son camp, ce qui est aussi une originalité dans le jeu, c'est qu'on va monter un campement pour se reposer. À chaque fois qu'on monte un campement, on va gagner un point de vie. Qu'on aura pu perdre par des attaques ou des événements lors des des événements rencontres. Et puis on va remélanger son deck. Dans ce jeu, il faut savoir que un des événements négatifs qui peut vous arriver, c'est quand vous épuisez votre deck de cartes, donc au début vous n'en avez que 10, après petit à petit vous en allez avoir de plus en plus parce que vous allez improviser à chaque tour, donc vous allez pouvoir en piocher à chaque tour une, et puis peut-être avec d'autres éléments en repiocher d'autres. Mais au début, vous en avez que 10 ou 11, voilà, dans les premiers tours. Donc, sachant qu'on en pioche 4 au début d'un tour, ça va s'épuiser très rapidement. Le truc, c'est que si à un moment de jeu, vous piochez la dernière carte et que vous devez en piocher une nouvelle, vous êtes épuisé. Et donc, à ce moment-là, vous retournez directement à Sant Andreas, vous ne passez pas par la case départ, encore que c'est une case départ, vous retournez directement. Donc si vous êtes à l'autre bout du plateau, vous en retrouvez directement ici. Alors c'est un peu ennuyeux parce que vous perdez en plus des points de vie, un point de vie, mais en plus vous allez devoir payer en fonction de la distance que vous êtes en eau, si possible, le bon samaritain qui vous a ramené parce qu'il vous a trouvé en train d'agoniser sur le bord de la route. Donc c'est pas forcément super utile de se retrouver ici. Bon, après, dans certains cas, ça peut être un choix, c'est-à-dire que si on est ici et puis qu'on veut se retrouver à l'autre bout du plateau, on va pouvoir accéder à ça. Par contre, j'ai oublié au début du jeu de vous présenter, parce que ce sont les cartes qui sont, vous voyez, elles sont pas colorées encore, ce sont des cartes artefacts qu'on met, en fait, j'ai complètement zappé, au début du jeu, à chaque coin, face cachée, à chaque coin du plateau, et on va pouvoir y accéder en fonction des différents lieux auxquels on se trouve. Bon, évidemment, là c'est pas la version finale non plus. En fait, en fonction du nombre de joueurs, vous mettrez un certain nombre de cartes ici. Ça amènera aussi des éléments qui déclencheront la fin du jeu. Bon, voilà. Donc, pardon, je ferme ma parenthèse. Donc vous êtes amené, si vous ne faites pas votre camp régulièrement pour pouvoir refaire votre deck, c'est-à-dire remélanger votre défausse et la replacer dans votre deck, qui vous permettra de piocher au tour suivant sans avoir de risque de vous retrouver avec un deck qui est vide. Donc si vous faites votre camp régulièrement, vous allez pouvoir gérer un peu vos points de vie et puis votre deck. Donc c'est quand même une action qui va revenir notamment au début assez régulièrement parce que ça va vous permettre de gérer un peu tout ça. Donc une action importante dans le jeu. Donc la dernière action, évidemment que je ne pouvais pas vous décrire parce que je n'avais pas mis ces cartes jusqu'ici,
c'est les cartes que j'avais oubliées. Donc c'est de pouvoir, si on est à un des 4 coins du plateau, de pouvoir piocher, de gagner une carte artefact. Voilà. Donc une carte artefact, c'est une carte qu'on va ajouter à notre deck, qui a des effets quand même relativement intéressants. Par exemple, ce Book of Tellar nous propose d'ajouter un point d'attaque, 3 points de mouvement et 2 pions hauts à notre réserve quand on le joue. Et en plus, à la fin de la partie, ça nous rapportera 4 points de cran. Donc voilà, ces artefacts sont des artefacts évidemment magiques, c'est tout l'aspect aussi surnaturel de ce western-là. Et donc, on peut, quand on se retrouve dans les coins du jeu, essayer d'aller repérer et récupérer ces types de cartes-là qui vont être bien utiles. Voilà, donc là, on a fait, je crois, un peu le tour des actions possibles. On a l'action, peut-être que j'ai oublié, certains personnages ont une action propre. Par exemple, si moi, mon personnage, c'est Alistair, il a son action qui est ici, que je peux faire aussi, qui me permet de gagner 6 munitions, 6 pions de munitions. Ce qui peut être pas mal parce que je peux en dépenser 2 pour produire 3 attaques. Donc à chaque fois, ça me permettra d'attaquer assez régulièrement. Voilà. Donc c'est la dernière action possible du jeu. Une fois qu'on a fait notre action, parmi toutes celles disponibles, toutes celles possibles, eh ben, c'est la fin du jeu. Une fois que tout le monde a fait ça, c'est la fin du jeu. Enfin, la fin du jeu, pardon. La fin d'un tour de jeu. Et on va déclencher la phase d'entretien qui va être de défausser les cartes que l'on a jouées, donc les mettre dans notre défausse, et de repiocher nos cartes pour refaire une main pour le tour suivant. Aussi, ce qui va arriver dans cette phase de jeu, c'est que si à un moment on a pioché les cartes qui sont sur le dessus d'un paquet, par exemple si on a réussi à éliminer Bartholomew Imus, et puis ses gardes par exemple, eh ben, on va découvrir cette carte qui est ce Wendigo. Le Wendigo, quand on découvre cette carte-là, il va arriver sur le plateau. Quand il arrive sur le plateau, il arrive à Santana de Aguatsuchia. Désolé, mon accent espagnol est aussi mauvais que mon accent anglais. Donc, il arrive ici. Et à chaque tour de jeu, lors de la phase d'entretien, il va se rapprocher de San Andreas. Donc, voilà, il va faire une étape, voilà, qu'on ne voit pas très bien parce que c'est assez petit, mais il va faire une étape pour à chaque fois se rapprocher de différents lieux. Donc, en fait, c'est par ici. Il va arriver par ici, hop, et puis il va arriver comme ça pour arriver jusqu'à San Andreas. Quand ce monstre arrive à San Andreas, la partie s'arrête. Donc voilà, donc il va bien falloir gérer aussi la progression des différents monstres, avec la possibilité, si vous êtes assez amélioré, assez gagné, si vous avez gagné pas mal de cartes, acheté des objets, peut-être produire assez d'attaque, 18 là dans ce cas-là, pour réussir à l'éliminer, et dans ce cas-là gagner 9 points de cran, qui est quand même une récompense assez intéressante. Voilà. Donc il y a 4 monstres, donc au fur et à mesure qu'on va épuiser les cartes de Most Wanted Bounties, donc ces fameux recherchés morts vifs, eh ben, on va pouvoir découvrir ces cartes monstres qui vont apparaître petit à petit sur le plateau. Donc ils peuvent aller apparaître jusqu'à 4. Voilà, donc le jeu va s'arrêter quand un des personnages atteint 21 points de cran, notamment. Et à partir de ce moment-là, on va déclencher la fin du jeu, ça va prendre encore un peu de temps, mais on va déclencher la fin du jeu, on va faire venir un monstre sur le plateau, et donc il va se rapprocher, etc. Le jeu peut s'arrêter aussi quand toutes les cartes, ou un certain nombre de cartes artefacts, toutes les cartes artefacts, je crois, ont été trouvées. Si un des joueurs a trouvé une carte artefact par endroit, en fait, c'est plutôt ça le truc. Donc à partir de ce moment-là, le joueur peut décider le joueur va déclencher la fin de partie. Donc voilà, il y a d'autres éléments, mais ce sont les mécaniques principales. Aussi quand il y a un monstre évidemment qui arrive dans San Andreas. Voilà. On va calculer tout simplement le nombre de points de cran qui est sur l'échelle, qui est produite ici, qui va pouvoir augmenter en fonction des hors-la-loi et des monstres qu'on aura éliminés. On va ajouter les éventuels points de cran que l'on a eu grâce à nos artefacts, grâce au job qu'on aura réussi à faire. Par exemple, dans certains cas, ça peut être beaucoup. Par exemple, ce job-là nous permet d'avoir 10 points de cran, par exemple. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc avec des coûts assez importants en contrepartie. Voilà. Donc
toutes sortes d'éléments de jeu qui vont se rajouter. Et évidemment, le joueur qui a plus de renommée, le plus de cran, à la fin de la partie, bah, évidemment, il devient le chasseur de primes, le chasseur de malédictions le plus connu de ce désert de l'océan Pacifique, et gagne la partie. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour assez rapidement de ce que pouvait être ce jeu. Alors voilà, c'est vraiment une mécanique de deck building qui est relativement simple, hein, parce qu'il n'y a pas de démultiplicateur comme il peut y avoir dans d'autres jeux comme Dominion, etc., etc. Mais plutôt axé sur quelque chose de vivre une aventure, voilà, d'un scénario qui va suivre, etc., de choses qui vont nous arriver, etc. Bon, on est plutôt du côté du deck building d'aventure plutôt que du deck building de gestion, évidemment, vous l'avez bien compris au visionnage de cette vidéo. Bon voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, bah, bien sûr, je vous invite à participer à la campagne Kickstarter qui se déroule actuellement depuis le 4 juin, qui va se dérouler encore pour une petite vingtaine de jours, un peu moins de 20 jours. Et puis de poser des questions, vous n'hésitez pas, vous poser des questions soit sur les forums comme Code ou TrickTrack ou sur notre page Facebook de Boom Boom Games. Donc ce jeu va être localisé par Bad Test Games et Boom Boom Games. Donc voilà, on est à deux pour vous proposer ce jeu en version française lors de cette campagne de financement participatif. Donc vous n'hésitez pas à poser des questions et puis on sera bien sûr bien content de vous répondre. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Je vous remercie.